Bonjour tout le monde, on y va avec les exercices synthèse du chapitre 7. On nous dit au numéro 1, il est possible d'obtenir un équilibre entre la précipitation et la dissolution du chlorure d'argent, selon l'équation suivante. Si on ajoute de l'acide chlorhydrique dans le système, quel sera l'effet sur la quantité de précipité formée? Le précipité, c'est la substance qui est solide, fait qu'on veut savoir, donc au niveau du sol solide, qu'est-ce qui va se passer? La quantité va-tu augmenter ou la quantité va-tu diminuer? Fait que nous, qu'est-ce qu'on fait? C'est qu'on ajoute du HCl. Là, vous allez dire, ben voyons, il n'y a pas du HCl dans l'équation, mais il faut comprendre qu'il faut faire un petit passe-passe. C'est que lorsque je mets le HCl en solution, il va se séparer en ions plus et en ions moins. Il n'y a pas d'ion H+, mais il y a des ions Cl-. Fait que dans le fond, là, ça augmente la concentration de Cl-. Ça, il faut être capable de faire ça pour l'examen. Ce qui fait en sorte qu'il y en a trop du côté des réactifs. La réaction directe, donc, va être favorisée. Autrement dit, ça va se déplacer vers les produits, réaction directe. Ce qui fait en sorte qu'on va avoir une belle augmentation du précipité, donc solide, du AgCl. Numéro 2, soit la réaction de formation du monoxyde d'azote à l'équilibre. Qu'arrivera-t-il à la concentration du monoxyde d'azote, le NO, si on chauffe le système? Si on chauffe le système, ça veut dire que la température va augmenter. Fait que si la température augmente, on a une augmentation du nombre de kilojoules, une augmentation de l'énergie, ce qui va faire en sorte que la réaction directe, donc, va être favorisée. Ça veut dire que le N2 va réagir donc avec le O2, je vais en avoir moins, moins, pour former plus de monoxyde d'azote. Ça va augmenter plus. Que lui arrivera-t-il si on ajoute de l'air dans le système? Je vais effacer tout ça, puisque c'est un nouveau numéro. De l'air, qu'est-ce que l'air contient? Il contient du N2, du O2, du CO2, des particules, donc de gaz. Mais d'ailleurs, regardez bien, justement, on a ce que l'air contient. Fait que ça va augmenter la concentration du N2, puis augmenter la concentration du O2, ce qui va faire en sorte que la réaction directe, encore là, va être favorisée. Fait que ça veut dire que ça et ça vont réagir ensemble. Donc, il va y avoir une réaction. Donc, il va y en avoir un petit peu moins, mais c'est nous qui viennent de l'ajouter pour former plus de NO. Fait qu'il va y avoir une augmentation de NO. Que lui arrivera-t-il si on augmente la pression par l'ajout d'hélium? Bon, premièrement, l'hélium va réagir avec rien, puisque l'hélium, ben, c'est clair que le He, c'est un gaz inerte. Puis de toute manière, si j'augmente donc la pression, comme ça ici, ben, on a deux particules gazeuses de ce côté-là, on a deux particules gazeuses aussi de ce côté-là, fait que c'est égal, fait que c'est clair qu'il ne va y avoir aucun changement. Il n'y aura pas de réaction de favorisée. Que lui arrivera-t-il si on ajoute un catalyseur? Ben, un catalyseur, tout ce que ça fait, ça baisse l'énergie d'activation, ça augmente donc la vitesse de réaction pour que l'équilibre se fasse plus vite. Mais tu sais, ça ne changera rien là, à l'équilibre. Fait qu'il va n'y avoir aucun changement encore là. Numéro 3, le procédé Décon est un procédé industriel pour produire du dichlore. Plus du H2O. Fait qu'en A, on veut répondre aux questions donc suivantes, dans le fond, avec tout ça. Qu'est-ce qu'on veut en A? On veut savoir quel sera l'effet sur la production du dichlore. Le dichlore, là, c'est le Cl2. Fait qu'on veut savoir qu'est-ce que ça va faire sur lui si on augmente la pression du système. On se rappelle que le truc nous dit que ça va quand on augmente la pression, du plus au moins grand nombre de particules gazeuses. Puis là, on s'intéresse juste au gaz, bien, ça a l'air qu'on a juste du gaz. Donc, 4 plus une molécule de gaz qui va donner 5. Puis ici, j'ai, de ce côté-ci, 4 particules gazeuses. Fait que si ça va du plus au moins, c'est clair que c'est la réaction directe qui va être favorisée, hein, ça c'est sûr. Fait que ça veut dire que ça et ça, moins et moins, ils vont réagir ensemble pour donner plus de ça. Fait que ça va en donner plus du Cl2. Fait qu'il va y avoir une augmentation de la production de Cl2, tout simplement. B, si on augmente la concentration de l'acide chlorhydrique,
Bon, fait que l'acide chlorhydrique, c'est du HCl, on augmente sa concentration. Fait que c'est sûr que c'est la réaction directe qui va être favorisée. Direct qui va être favorisée, ce qui va faire en sorte que ça ici, ça va réagir, il va en avoir moins, surtout dans ce cas-ci, là, pour donner, mais ici, c'est un ajout là, que je fais, pour donner plus de ça. Ah ben, Colin, fait que ça veut dire que je vais en avoir plus de production de Cl2. Numéro C, si on augmente la température, bon, on efface tout ça. Moi, je veux augmenter la température. Je sais que quand je travaille avec la température, je travaille avec l'énergie, la chaleur, le nombre de kilojoules. Fait que j'augmente la température, donc du côté des produits. On va balancer en favorisant la réaction endothermique, en envoyant tout ça de l'autre côté. Donc, ça veut dire que les produits vont réagir, ils vont se transformer, donc ils vont envoyer de l'autre côté, vont se transformer donc en plus et plus de HCl puis de O2. Fait que si on s'intéresse à la production de Cl2, bien, c'est clair qu'il va y avoir une diminution parce que la réaction inverse va avoir été favorisée. De l'autre côté, on s'en va au numéro D. Si on ajoute un catalyseur, bien, le catalyseur, lui, on sait juste qu'il abaisse l'énergie d'activation. OK? Ce qui fait en sorte que la réaction elle va se faire plus vite. Je vais avoir plus de production. Donc, la production va être accélérée, mais ça ne me permettra pas d'obtenir plus de dichlore. Donc, je vais avoir le même nombre de dichlore, mais en moins de temps, tout simplement. Si on liquéfie l'eau, oh, ça c'est important. Fait que mon H2O, qui est gazeux, il va se transformer, je vais le liquéfier en H2O qui est liquide. Ça, c'est une belle petite passe-passe qu'il faut comprendre pour l'examen. Puis je vous démontre tout ça là, en effaçant là, tout ça. Là. Bon, fait que je spot mon H2O, il est gazeux, je liquéfie. Fait que ça veut dire que aussitôt, je baisse la concentration dans le fond du H2O gazeux. Aussitôt que j'ai du H2O gazeux qui se forme, je le ramasse, je le ramasse, je le ramasse en liquéfiant. Là, la réaction va faire, mais voyons, je te donne du H2O gazeux, puis tu me l'enlèves, tu me l'enlèves, tu me l'enlèves en liquéfiant. Fait que c'est sûr que c'est la réaction directe qui va être favorisée. Ça et ça va réagir pour me donner plus de Cl2. Fait que ça veut dire que, oui, je vais avoir une belle augmentation de la production donc de du chlore, puisque c'est la réaction directe qui va être favorisée, tout simplement. Numéro 4, genre de belle question d'examen. Fait qu'on a différentes modifications. On veut savoir ça va être quoi les effets sur la variation de concentration de chacun des réactifs, chacun des produits. Fait que j'ai une augmentation de la concentration de N2O5. N2O5 est ici. J'ai une augmentation de la concentration. J'en ai trop du côté des produits. On envoie le surplus du côté des réactifs en faisant la réaction inverse. Fait ce qui fait en sorte que mon ajout de N2O5 va réagir pour former plus de ça et plus de ça. Fait que je vais avoir une augmentation de chacun des réactifs. Puis ici, pourquoi que j'en ai plus, même si ça réagit, mais c'est parce que c'est moi qui ai fait un ajout, c'est moi qui en ai ajouté. Je vais avec l'augmentation de la température, j'efface. Donc, augmentation de la température, je travaille avec l'énergie. Fait qu'il faut vraiment que je me rappelle que je travaille avec l'énergie. Je spot l'énergie. Oh, c'est endothermique. Endothermique, bien, on se rappelle que c'est du côté des réactifs. Fait que j'ai une belle augmentation de température, une belle augmentation de l'énergie, ce qui fait en sorte que le surplus, je vais l'envoyer de l'autre côté. Ça va être la réaction directe qui va être favorisée. Donc, ça et ça, je vais en avoir moins, vont réagir ensemble pour me donner plus de N2O5. Fait qu'on voit bien, plus de N2O5, puis les deux réactifs, donc réagissent ensemble, j'en ai moins. Augmentation de la pression maintenant, j'efface. Augmentation de la pression, il faut que je travaille avec les gaz. Et j'ai un truc qui me dit que lorsque j'augmente la pression, ça va du plus grand nombre de particules gazeuses, du plus grand nombre de particules gazeuses au moins grand nombre de particules gazeuses. Fait que je vais les compter, les particules gazeuses. J'en ai 2 ici et 5 là, ce qui fait en sorte que j'en ai 7 du côté des réactifs et 2 du côté des produits. Fait que si on va du plus au moins, c'est la réaction directe qui est favorisée. Fait que ça veut dire que ça et ça réagit ensemble, moins, pour me donner plus de ça. Plus de ça, donc ici, donc plus de produits. Dernière affaire, donc j'efface encore. J'ajoute du N2O
du N2, excusez. Fait que ce qui fait en sorte que j'augmente la concentration du N2. Le surplus s'en va de l'autre côté en favorisant la réaction directe. Fait que c'est sûr que mon ajout va réagir avec ça ici, en avoir moins, pour me donner plus de N2 au 5. Fait que plus, moins, et ici, pourquoi que j'en ai plus? Ben, c'est parce que j'ai fait un ajout. Numéro 5, sous l'effet de la chaleur, le carbonate de calcium, ici, carbonate de calcium, CaCO3, se décompose selon l'équation suivante. Effectuée dans un système fermé, cette réaction atteint l'équilibre après un certain temps. Quel effet aura une augmentation de la température sur la quantité, ça c'est important pour l'examen, de chacune des substances? Bon, fait que j'augmente la température, fait que ça veut dire que je travaille avec l'énergie. Si j'augmente la température, c'est la réaction directe qui va se faire. Pourquoi? Ben, c'est parce que le surplus de chaleur va s'en aller donc de l'autre côté, réaction directe, ce qui va faire en sorte que ça va réagir, on va en avoir moins, pour me donner plus de ça. Fait que c'est ça qu'on nous dit là. On nous dit que la quantité de CaCO3 donc va diminuer, c'est ça qu'on a mis, tandis que les quantités des deux autres vont augmenter. Mais en B, qu'est-ce qui va se passer sous l'effet de la concentration? On se rappelle que la concentration, là, ça marche juste chez les aqueux et juste chez les gazeux, parce que les solides et les liquides, eux, ça ne marche pas parce qu'ils sont à 100% purs. Oh! Fait que là, regardez bien. Si on regarde comme faux, solide, oh! Fait que là, ça veut dire qu'il va avoir aucun effet pour le CaCO3. Donc, le CaCO3, sa concentration demeure constante. Le solide, oh, j'en ai un autre ici. Donc, ça demeure constant. Par contre, ben là, le CO gazeux, ben, c'est sûr que lui, sa concentration va augmenter. Parce que, tu sais, c'est un gazeux. Fait que ça, c'est un gaz. Puis les deux autres, pourquoi ça reste constant? C'est parce que c'est des solides. Pour ce qui est de l'autre côté, c'est un bizarre de numéro. Ça a plus rapport avec la théorie des collisions. En tout cas, on va la faire quand même. Quel sera l'effet sur la pression du système si, là, dans le fond, on a fait ces changements-là? Donc, on nous dit que ben, la pression du système va augmenter parce que si j'augmente la température, il va y avoir plus d'énergie cinétique, plus de collisions. Fait que s'il y a plus de collisions, ben, c'est clair que la pression donc va augmenter. Fait que ça, c'était plus ou moins donc en lien donc avec notre chapitre. Donc, on faisait un petit rappel là, sur la théorie donc des collisions, théorie cinétique. 6. Une diminution de la température peut à la fois réduire la vitesse d'une réaction et augmenter son rendement de production. Bien, c'est clair que une diminution donc de température, habituellement, ben, il y a moins donc de collisions. Fait que s'il y a moins de collisions, il y a moins d'énergie cinétique, donc moins de collisions, encore la théorie cinétique. Fait que c'est sûr que la vitesse donc va être réduite. Par contre, donc tout dépendant, j'ai une réaction endo ou exothermique. Regardez, admettons là, que A plus B plus énergie qui me donne une réaction donc endothermique. Donc, dans ce cas-ci, je vais mettre une réaction donc exothermique. Tiens. Donc, comme ça, donc je vais aller dans le fond, hop, effacer ça un peu, comme ça ici, un autre ici. Donc, A plus B qui va donner du C plus du D plus de l'énergie. Bien, si j'ai une diminution donc de température, donc comme ça, bien, c'est clair que c'est bien certain que c'est la réaction, donc euh, une des réactions donc, qui va être favorisée. Oups, je vais aller chercher donc mes affaires. Je trouvais plus mon petit enregistreur, mais c'est la réaction directe qui va être favorisée pour compenser ici la baisse donc d'énergie. Fait que c'est sûr que ça peut à la fois réduire la vitesse d'une réaction et augmenter donc son rendement. Fait que c'est possible. Une drôle de question donc numéro 6, mais il fallait aller chercher donc un cas que ça marchait. Numéro 7. Le dioxyde de carbone peut se combiner à une molécule d'eau pour former de l'acide carbonique. Fait que l'acide carbonique, hein, c'est du H2CO3. Présente en petite quantité dans l'eau de pluie selon la réaction réversible suivante. Comment le taux d'humidité? Le taux d'humidité, là, c'est le taux de H2O gazeux.
c'est-à-dire le pourcentage de vapeur d'eau dans l'air, influe-t-il sur la formation de l'acide carbonique? Bien, si là, j'augmente la quantité, la vapeur d'eau, c'est la réaction directe qui va être favorisée, ce qui va faire en sorte que ça va réagir, je vais en avoir moins, va réagir avec le surplus, mon ajout, donc ici, pour me donner plus de plus acide. Donc, ça va augmenter la concentration de notre acide carbonique, c'est clair. Numéro 8, Coralie effectue une expérience au laboratoire pour étudier l'effet de la température. Là, il fallait y aller avec les dessins. On a des petits glaçons, on va mettre ça en bleu. Ça veut dire que j'ai une baisse de température parce que je suis dans la glace. Et lorsque je suis dans la glace, bien, la coloration de notre substance devient rose. Rose ici. Fait que ça veut dire que c'est la réaction inverse qui va être favorisée. Donc, selon ce qu'on peut observer sur la photo, c'est ça, la réaction est-elle exo ou endothermique? Fait qu'on va aller voir donc de quel côté que ça fonctionne. Bon, on va essayer avec endothermique. Tiens, on va mettre l'énergie donc ici, si c'est endothermique. Puis après ça, on va aller essayer donc exothermique. Fait que si on le met endothermique, puis qu'on baisse la température, puis qu'il fait froid, ah ben oui, c'est la réaction donc inverse qui va être favorisée. Ça, c'est correct. Donc, la réaction inverse est favorisée, fait que ça devrait être endothermique. Si tel n'est pas le cas, là, mais si admettons que j'abaisserais l'énergie puis ça serait du côté exothermique, bien, ça serait la réaction directe qui serait favorisée. Donc, ça, c'est pas bon. Fait que c'est vraiment une réaction endothermique. Fait qu'il fallait tester essai-erreur les deux avec notre petite photo. Numéro 9, le dioxyde de soufre peut réagir avec de l'eau. Dioxyde de soufre, par logique, c'est le SO2, réagit avec de l'eau pour former notre acide qui commence avec un H, l'acide sulfureux. Quel moyen? On les veut toutes. Permet d'augmenter la concentration de l'acide sulfureux. Fait que moi, je veux absolument favoriser, produire de l'acide sulfureux. Je veux absolument que la réaction directe se fasse. Donne-moi des moyens pour que la réaction directe soit favorisée, tout simplement. Bon, qu'est-ce que je pourrais faire? Donc, je pourrais jouer avec la pression. Fait que si j'augmente la pression, on va aller voir si ça marche, ben, je vais regarder le nombre de particules gazeuses, hein, on se rappelle, hein? Donc je ne m'occupe pas des liquides, je ne m'occupe pas des aqueux. Fait que si j'ai une particule gazeuse, ici j'ai 0 particule gazeuse, et mon truc me dit que si j'augmente la pression, ça va du plus grand nombre de particules gazeuses au moins grand nombre de particules gazeuses, comme ça. Fait que oui, c'est la réaction directe qui est favorisée. Ça, c'est correct. Là, vous allez dire comment que je fais pour augmenter la pression. Ben, je pourrais, par exemple, diminuer le volume, hein, on se rappelle, même si le volume, ce n'est pas un facteur, ben, quand que je diminue le volume, c'est inversement proportionnel avec la pression. Après ça, je pourrais aussi, tiens, augmenter la concentration du SO2. Pourquoi je décide d'augmenter lui? C'est parce qu'il est gazeux. Je peux changer sa concentration. Fait que si je l'augmente, effectivement, c'est la réaction directe qui va être favorisée. Qu'est-ce que je pourrais faire donc aussi? Je pourrais donc jouer avec la température. Fait que je pourrais diminuer donc la température. Tiens, je vais y aller là avec un beau orangé. Fait que si je diminue donc la température, je diminue donc l'énergie. Oui, donc comme ça, donc c'est la réaction donc directe qui est favorisée. Je pourrais même aussi, parce que je veux augmenter donc la concentration de l'acide sulfureux, là, c'est clair que je ne peux pas jouer en diminuant donc la concentration de H2SO3, et je pourrais la liquéfier donc pour produire un peu plus, mais là, tu sais, on voulait juste favoriser donc le H2SO3, fait qu'on ne le mettra pas dans les raisons. Numéro 10. Soit la réaction suivante, quelle modification encore là devrait être apportée au système pour que la quantité de précipité diminue? Là, vous allez dire, lequel le précipité? Mais le précipité, c'est lui qui est solide. C'est lui, là. Fait que si je veux que ça diminue, ben, il faut que la réaction inverse, donc, soit favorisée. Fait qu'on va aller se nommer, donc, des techniques pour que ça marche. Fait que je pourrais, diminuer la concentration ici, de ce côté-là. Mon Dieu, mes crochets sont lettres. Des aqueux. Fait que diminuer la concentration des aqueux, effectivement. Donc, c'est clair que la réaction inverse, donc, se fait. Après ça, je pourrais dire, ben là, je vais augmenter d'abord la concentration de l'huile. Comme ça, c'est sûr que le surplus va s'en aller donc de l'autre côté. Puis là, je dis, je peux-tu jouer avec la pression? Ben, je ne peux pas jouer avec la pression. C'est impossible parce que je n'ai pas de gaz, pas de particules gazeuses.
Puis je peux pas jouer avec la température non plus parce que je sais pas, c'est endo ou exothermique. Je sais pas ce que l'énergie est. Fait que c'est les seuls changements finalement que je peux faire. Numéro 11, il faut que je dise oui ou non c'est à l'équilibre, sinon on précise pourquoi. Il y a du propane gazeux et du propane liquide dans la bonbonne. Fait que si j'en ai donc du liquide qui s'en va sous forme gazeuse, ben c'est un système fermé, j'ai rien ouvert, admettons. Je vais avoir un continuel donc échange entre le gaz et le liquide. Mes propriétés macroscopiques sont constantes. Fait que oui. Ensuite, même affaire donc ici, donc au numéro C. On a un précipité donc solide, puis c'est en solution, donc aqueuse. Fait que si, admettons que la coloration ne change pas, si les quantités ne changent pas, ben oui, ça peut être réversible. Le solide s'en va sous forme aqueuse, puis ainsi de suite. Puis rien donc va sortir, admettons, donc de mon éprouvette. Fait que oui, ça pourrait être un système donc fermé. Du sucre est totalement dissous dans le jus de pomme. La température est constante. Dans ce système, ne considérez que la dissolution donc de sucre. Fait que l'affaire, c'est que tout le sucre s'est précipité, tu sais. Le sucre, là, c'est totalement, donc, ben, pas précipité, mais c'est totalement dissous. Il n'y a pas, donc, de précipité dans le fond, il n'y en a pas. Fait que mon sucre, c'est dissous, puis c'est tout. Donc, la réaction, donc, elle n'est même pas, donc, réversible. Elle est complète, elle est finie, tu sais, il n'y a pas, là, de retournez-y, là. Fait que ça ne marche pas. Ici, on brûle du magnésium, la réaction émet une lumière vive. Non, parce que la réaction, donc, émet justement donc, une lumière, donc propriété macroscopique. Donc, c'est pas constant. J'ai tout le temps dégagement, dégagement de lumière. Puis ça change, change, change. Puis à un moment donné, ça va arrêter de produire de la lumière. Fait que non. Donc, propriété macroscopique. Donc, c'est pas, là, pas constante, donc pas à l'équilibre. Numéro 12. Pour chacune des modifications ci-dessous, indiquez le changement de couleur de la solution. Si on ajoute de l'iodure de sodium, fait iodure de sodium, j'augmente donc sa concentration, la réaction donc directe est favorisée. Fait que si la réaction directe est favorisée, ça réagir avec ça, j'en vais avoir moins, m'a donné plus, 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 donc de tout ça. En passant, si ça s'en va vers la droite, ben c'est du jaune, fait que ça va devenir plus jaune. Puis si ça s'en va vers la gauche, ben ça va devenir plus incolore, tout simplement. Fait que ça va devenir plus jaune dans notre cas. Parce que, dans le fond, j'augmente la concentration du NAI, puis ça favorise la réaction directe. Si j'ajoute un catalyseur, ben, la couleur, elle ne changera pas, c'est sûr, parce que le catalyseur ne modifie pas l'équilibre. Le catalyseur, lui, fait juste abaisser l'énergie d'activation pour que la vitesse, que l'équilibre, dans le fond, se fasse à une plus grande vitesse, c'est tout, mais ça ne change rien. C'est l'augmentation de la pression. Fait que là, on regarde, on n'a aucune particule gazeuse. Fait qu'il n'y a pas de particule gazeuse. Fait que c'est clair que ça ne changera pas, là, rien. Si je joue avec une augmentation de pression ou une diminution de pression, ça, c'est sûr. C'est sûr. Ajout de diode. Diode. Fait que je vais aller ajouter ici du diode. C'est la réaction inverse qui va se faire. Fait que si c'est la réaction inverse qui est favorisée, ben là, c'est clair qu'on aurait tendance à dire, ben là, ça s'en va plus vers le incolore. Mais l'affaire, regardez bien. Ça réagit avec ça réagit avec l'ajout de ça. Oui, pour donner plus, plus, plus d'incolore, mais moi, j'ai fait un ajout. Fait que si j'ai fait un ajout, ça va devenir plus jaune à cause de mon ajout. C'est moi qui en a ajouté. J'en ai plus qu'avant. C'est une pointe. Numéro 13, Andréane se prépare un verre de limonade en mélangeant un peu de jus de citron et du sucre jusqu'à ce qu'il y ait un dépôt de sucre dans le fond. Bon, fait qu'il y a un dépôt de petit sucre là, dans le fond, là, comme ça ici, de son jus de citron, de sa limonade. On nous dit, ce système peut-il atteindre l'équilibre? Expliquez votre réponse. Ben oui. Donc, quand là, que le taux de sucre va être égal, quand que le sucre solide, ben, au même rythme, donc va devenir aqueux, puis ainsi de suite. Les propriétés macroscopiques vont être constantes, puis le tour est joué, rien va être perdu, donc même si c'est pas fermé hermétique, donc oui. B. Si Andréane ajoute du sucre dans la limonade, goûtera-t-elle plus sucré? Non, parce que ça ne va pas modifier donc l'équilibre parce qu'il n'y aura pas plus de sucre dissous. Tu sais, là, le sucre, là, dans le fond, dissous, c'est déjà sursaturé l'affaire.
sursaturé. Fait que c'est sûr qu'au niveau d'accueil, il n'y a rien qui va se redissoudre plus. Ça va aller juste plus se déposer donc dans le fond. Drôle de question. Numéro 14. Au cours de la fermentation du champagne, il y a formation de dioxyde de carbone, CO2, en solution. Après un certain temps, un équilibre est établi entre le dioxyde de carbone en solution aqueuse et le dioxyde de carbone gazeux. Ça, c'est aqueux. Puis ça, c'est gazeux. Lorsqu'on enlève le bouchon, des bulles se forment. D'où viennent-elles? En vous appuyant sur les principes liés à l'équilibre, expliquez comment se forment donc les bulles dans le champagne. Fait que là, si on nous dessine une belle bouteille de champagne, comme ça ici, comme ça, pour les finissants, donc admettons, comme ça ici, en enlevant donc le bouchon. J'enlève le bouchon, mais c'est sûr qu'il y a des particules gazeuses donc qui vont s'échapper. Fait que c'est clair que si ça s'échappe, ben, c'est clair que la réaction directe, donc, va être favorisée. Si la réaction directe est favorisée, ben, j'enlève le bouchon, la pression, donc, va diminuer. Le dioxyde de carbone, donc, en solution, va se transformer en dioxyde de carbone gazeux. Donc, le dioxyde de carbone qui était dissous, ben là, il va faire « Oh! » Donc, on peut, là, finalement, donc, s'en aller. Donc, c'est cette réaction-là, finalement, qui va provoquer, donc, les bulles. Et c'est sûr que ça ne sera plus un système fermé, donc, dans ce cas-ci. Ici, défi du chapitre 7, on nous dit le graphique ci-contre décrit les variations de concentration en fonction du temps des différentes substances de la réaction de synthèse du trioxyde de soufre. Trioxyde de soufre. À partir de quel temps le système est-il à l'équilibre? Bien, c'est à peu près du temps 4, là, à peu près donc ici, parce que quand que la concentration ne varie plus. Quand il n'y a plus de changement donc, de concentration, ben, on le sait que c'est à l'équilibre. Donc, quand les trois donc, sont à l'équilibre ici. Numéro 2, le graphique ci-dessous décrit les variations de concentration en fonction du temps des substances suivantes de la réaction de synthèse de l'ammoniac. On nous dit donc au temps 1, une modification a été effectuée dans le système. Bien là, moi, je pense qu'on a fait l'ajout l'augmentation du N2. On le voit ici, là. Donc, ça, c'est l'ajout. Ajout du N2. À partir de l'analyse de ces courbes, indiquez quelle est cette modification. Bien, on a ajouté, ce qui fait en sorte que chacun donc, va réagir. Donc, les réactifs, si j'ajoute là, ici, du N2, bien, chacun va réagir pour faire la réaction directe. Donc, l'ajout va réagir. Il va en avoir un petit peu moins. Donc, pour me donner, donc, pour réagir avec ça ici, il va en avoir vraiment moins. Pour me donner plus ici de NH3. Numéro B, au temps T2, du dihydrogène est ajouté donc au système. Oh, fait que là, on a fait un autre ajout. Dihydrogène, on a fait un autre ajout. Ajout de H2. Complétez le tracé des courbes de manière à illustrer les modifications de concentration qui résultent de cet ajout en sachant qu'au temps 3, un nouvel équilibre a été atteint. OK. Fait que là, on fait attention aux proportions. On est d'une proportion de 1 pour 3 pour 2. Donc, on a fait donc, notre ajout donc ici. Fait que là, c'est clair hein, que le N2, ben, au temps 3, il va se stabiliser. On s'en va là. Puis, ben, on y voit une proportion donc de 1. Ici, pour le H2, ben, c'est une proportion de 3 fois plus. 1, 2, 3. 1, 2, 3, on va descendre de 3. Il va s'en aller donc ici, en descendant. Puis ici, ben, c'est 2 fois 2 pour une proportion de 2. Fait qu'on va monter donc de 2 pour se rendre donc au temps 3, comme ça. Donc, ça, c'est clair. Après ça, au temps 3, la température du système est augmentée. Oh, fait que là, on va augmenter la température. Jusqu'au temps 4, donc un nouvel équilibre soit établi, donc au temps 4. Fait que là, au temps 4, là, ben, tout le monde, là, finalement, va être stabilisé. Fait que ça veut dire que, qu'est-ce qui va se passer? C'est que de là à là, on va passer de là à là, de là à là. Fait que là, on veut savoir, dans le fond, sachant que la réaction de la synthèse d'ammoniac est exothermique, compléter le tracé des courbes de concentration qui résultent de la hausse de température. Fait que là, on veut savoir si c'est exothermique. Exothermique, c'est de ce côté-ci, OK? Nous autres, on a une montée de température, comme ça. Bien, ce qui va faire que la réaction directe va être favorisée.
Je vais en avoir moins pour me donner plus de ça. Ah, OK. Donc, c'est pour ça là, que pour avant de stabiliser, ben, c'est clair que mon NH3, j'en ai plus. Donc, NH3, là, donc lui, là, dans le fond, qu'est-ce qui va se passer? Ah, ben non, mon énergie va augmenter. Hey, excusez-moi, Adine, je suis mêlée. Donc, ma température donc, augmente. Je pensais que la température diminuait. Fait que la réaction inverse, excusez, là, va être favorisée. Fait que ça veut dire que ça va réagir. J'en vais en avoir moins pour me donner plus de ça, donc et plus de ça. Excusez, là. Donc, je me suis vraiment trompée. Fait qui fait en sorte que pour le NH3, donc mon NH3 donc, va descendre. Je l'ai fait descendre, là, finalement, mon NH3 là, de 2 cases là, pour me rendre à T4. Après ça, mon N2, ben, j'ai mis un plus en orangé. Fait que lui, il va augmenter donc de 1 pour me rendre à T4. Puis le H2, ben, il va augmenter de 3 cases pour me rendre donc à T4. Puis ensuite de ça, se stabiliser. Vous n'aurez pas ça à l'examen, mais c'est le fun de voir un peu là, comment ça peut progresser dans un graphique. Ici, numéro 3, on nous dit le graphique ci-contre décrit la solubilité du dioxyde d'oxygène gazeux en fonction de la température. La dissolution du oxygène dans l'eau est décrite par l'équation suivante. Écrivez l'équation thermique qui en découle en indiquant le mot énergie à l'endroit approprié, soit à savoir si c'est endothermique ou exothermique. Fait que dans le fond, j'écris tout simplement donc l'équation. Je vais aller rajouter ici du côté des produits que c'est exo, parce que je vois bien que la solubilité, la concentration, finalement, de la solubilité de dioxygène donc dans l'eau va, dans le fond, diminuer donc en fonction du temps. Fait que si ça diminue, c'est clair que dans l'eau, habituellement, quand la concentration d'un gaz dans l'eau diminue, j'ai une augmentation donc de température. Regardez bien. Augmentation de température, ce qui fait en sorte que de l'eau, donc dissous donc dans l'eau, je vais en avoir moins. C'est la réaction inverse qui va se faire. Fait que je vais avoir moins d'oxygène aqueux de dissous et plus d'oxygène là, qui va s'évaporer. Fait qu'il fallait vraiment faire en sorte que la réaction inverse soit favorisée. Fait que dans ce temps-là, ben, c'est clair que la réaction, donc, elle est exothermique. Pour que tout ça, donc, fonctionne, fait que ça diminue, puis on voulait diminuer la concentration de dioxygène, là, dans le fond, qui est dissous, qui est aqueux. Fait que tout fit. On peut y aller par essai-erreur. Oh, numéro 4, c'est pas évident. Donc, ça, c'est notre première réaction. C'est comme une loi de Hess. La deuxième réaction, puis la troisième réaction, on nous dit que la coquille des œufs de poule est principalement constituée de carbonate de calcium. Carbonate de calcium, c'est du CaCO3. Solide, hein, parce que c'est solide, là, une coquille là, d'œuf de poule, dont la formation peut être illustrée selon le mécanisme suivant. L'été, lorsqu'il fait chaud, ça veut dire que la température donc monte. On observe que la respiration des poules est plus rapide, ce qui permet une élimination plus efficace du CO2, du dioxyde de carbone, de leur sang. Quel sera l'effet de cette variation de concentration de CO2 sur l'épaisseur de la coquille des œufs? Expliquez donc votre réponse. Bon, fait que ça veut dire qu'on a une belle diminution de CO2, ce qui fait en sorte que, oh, là, si on a une diminution, c'est la réaction inverse qui va être favorisée, ce qui fait en sorte que tout le long, c'est la réaction inverse qui est favorisée. Fait que ça va faire en sorte que ça va diminuer. C'est clair, c'est la réaction inverse de la troisième étape qui découle de la deuxième, qui découle de la première, là, est favorisée. Donc, je vais avoir moins de CaCO3. Fait que la coquille des œufs, donc, va être plus mince parce que c'est la réaction inverse, donc, qui va être favorisée. Ouf! Donc, fallait voir loin, là. Donc, c'est un peu tiré par les cheveux, là, ça, c'est sûr. Numéro 5, de l'autre côté. L'hémoglobine permet aux globules rouges, la dernière page, on ne lâche pas, de transformer le dioxygène des poumons jusqu'aux cellules de l'organisme. Le monoxyde de carbone, CO, puis le dioxygène, CO2, est un gaz nocif produit donc par une combustion donc incomplète. Et puis lui aussi a la capacité de se fixer à l'hémoglobine. Cette association est d'ailleurs environ 200 fois plus forte que celle entre l'oxygène et l'hémoglobine. C'est pourquoi le monoxyde de carbone est un poison mortel pour l'humain si on en respire. On illustre une intoxication au monoxyde de carbone par l'équation suivante. Afin de traiter une intoxication au monoxyde de carbone, on fait respirer du dioxygène, donc au patient.
Du point de vue de l'équilibre, la pression du gaz aura-t-elle un rôle par rapport à l'efficacité du traitement? Ben, on va aller voir. Donc, l'affaire, c'est qu'on va s'occuper des particules gazeuses. C'est sûr que si on regarde au niveau des particules gazeuses, ça c'est aqueux, ça c'est aqueux. Particules gazeuses, bien, on a une particule gazeuse ici, contrairement à une particule gazeuse là, fait que ça, c'est égal. Fait que non, donc si j'augmente la pression donc, du gaz ou je la diminue, bien, ça n'aura pas d'effet puisque j'ai le même nombre de particules gazeuses de chaque côté. Fait que je diminue la pression, que je baisse la pression, je ne peux pas prendre mes plus du plus au moins, mes trucs du plus au moins ou du moins au plus, ça ne marchera pas. Numéro 6, l'émail des dents est constitué d'une molécule complexe qui est celle-ci. Très peu solide dans la salive, donc habituellement c'est solide, hein, ça c'est sûr. Et il est caractérisé par l'équilibre suivant. Expliquez comment les boissons acides, comme les jus de fruits ou les boissons gazeuses, nuisent à l'émail des dents. Là, vous allez dire, ben là, il n'y a pas d'acide là-dedans. Mais l'affaire, c'est que un acide, ça réagit avec quoi? Ça réagit avec une base. Puis ça va neutraliser donc la base. Fait que ce qui fait en sorte qu'il faut que j'allume que ça va faire diminuer les ions OH, donc de base, en réagissant avec mes acides, donc H+, dans donc, ma réaction. Fait que là, il y a une baisse de concentration de OH-, donc aqueux. La réaction directe va être favorisée. Fait que si la réaction directe est favorisée, ça va mal. Ça va réagir, je vais en avoir moins, me donner plus. Puis là, ben ça, c'est un retrait là, de tout ça. Fait que, l'émail de mes dents, qui est représenté par le CA5PO4 3 fois OH, là, ben, va diminuer. Et merde. Fait qu'on dit que l'acide neutralise la base. Fait que là, c'est clair que l'acide va diminuer la concentration d'OH-. Ça va déplacer l'équilibre, donc dans le sens direct, donc vers les produits. Fait que c'est sûr que ça va diminuer donc la quantité donc d'émail. Bon, fait que ça va défaire nos dents. Numéro 7, avant-dernier dernier problème, la forte teneur en ion Ca2+, puis Mg, donc 2+, est typique des eaux dites dures. L'équilibre suivant peut être alors établi. Les dépôts calcaires s'accumulent, ça c'est un dépôt, hein, c'est solide, plus rapidement dans les conduits et les réservoirs d'eau chaude. C'est d'ailleurs un problème fréquent des bouilloires et des cafetières. D'après ces observations, la réaction est-elle endo ou exothermique? Fait qu'on va aller tester, on va y aller au pif là, pour savoir donc lequel là, pourrait marcher. Tiens, je vais dire que c'est endothermique. Après ça, on ira vérifier si ça ne marche pas. Qu'est-ce que ça fait quand c'est exothermique? Fait qu'on dit qu'on a une élévation de température, donc il fait chaud. Fait que si on augmente la température, la réaction directe, donc, va être favorisée. Si la réaction directe, donc, est favorisée, je vais avoir plus de dépôts. Parce que ça va réagir avec ça, je vais en avoir moins pour donner plus de dépôts et plus du reste. Fait que s'il y a plus de dépôts, plus de solides, plus de dépôts calcaires, donc c'est clair que la réaction donc, est endothermique. Si c'était exothermique, ça n'aurait pas fait parce que ça aurait été la réaction inverse qui aurait été favorisée, ça ne marche pas. B, la présence des ions calcium diminue également l'efficacité des savons afin d'adoucir l'eau. Donc, diminution. Donc, la présence des ions calcium diminue l'efficacité des savons. Il est possible d'ajouter à l'eau de lavage une certaine quantité de bicarbonate de sodium, NH3COO3, NaHCO3. Expliquez comment cette action contribue à diminuer la concentration en ion Ca2+. Et là, je vais effacer donc tout ça. Donc, on veut savoir comment que ça se fait que ça va diminuer le Ca2+. Bon, l'affaire, c'est que on n'a pas de NaHCO3 dans mon équation, mais si je sépare ça, ça va se séparer en ion Na+, puis HCO3-. Là, ça j'en ai par exemple. Fait que c'est clair que, dans le fond, je vais aller augmenter la concentration de tout ça, ce qui va faire en sorte que ma réaction directe va être favorisée. Si la réaction, donc, directe est favorisée, bien, c'est sûr que ça va réagir, va en avoir moins avec mon ajout pour me donner plus, donc, de ça ici. Fait qu'effectivement,
Donc, ça va faire descendre donc, la concentration de Ca2+. Fait que c'est clair que ça va diminuer également donc l'efficacité des savons. Donc, on se revoit pour la dernière capsule du chapitre 7, donc qui est donc en lien donc avec nos exercices là, supplémentaires, notre document.